Thierry Breton. Bonjour. On va parler de la situation économique de la France. Est-elle encore crédible à l'étranger? Nous évoquerons aussi le Royaume-Uni qui s'enflamme au sujet de l'immigration. Mais d'abord, à peine nommé, Sébastien Lecornu bat des records d'impopularité. Il doit gérer des oppositions antagonistes, affronter l'intersyndicale jeudi. Quand même, le MEDEF menace d'une mobilisation patronale. C'est rarissime. Est-ce qu'il peut y arriver ou c'est perdu d'avance? Mais Madame Langrée, nous en sommes au 3e Premier ministre en moins d'un an. Donc je crois qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un Premier ministre dans la situation dans laquelle nous sommes? Situation extraordinairement singulière. Et le mot est faible. On attend qu'il fasse un budget. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui, y compris par rapport à la façon dont nous sommes observés désormais par les autres pays de l'Union européenne, par les marchés. On attend du Premier ministre qu'il nous permette d'avoir un budget. Alors justement, il a parlé de rupture. Ce mot a été très remarqué lors de la passation. Il veut consulter. Il a commencé donc à recevoir les partis, les partenaires sociaux. Est-ce que c'est pour vous la bonne méthode? Est-ce que lui peut y arriver là où Michel Barnier et François Bayrou ont échoué? Eh bien, je crois que, au regard de ce que je viens de dire, rupture, ça veut dire rupture également par rapport à ce qu'on attendait jusqu'à présent d'un Premier ministre de la Ve République. Ça veut dire n'avoir comme interlocuteur, en tout cas, tant que nous n'avons pas de budget, que les parlementaires. Car sa survie, oui, je pèse mes mots, sa survie dépend évidemment uniquement des parlementaires et pas des Français. C'est vrai que lorsqu'on est un Couve de Murville, lorsqu'on est un Mesmer, lorsqu'on est un Bar, oui, on s'adresse bien entendu aux Français. Michel Barnier a essayé de le faire, ça n'a pas marché. François Bayrou aussi. François Bayrou un peu moins, mais ça n'a pas marché non plus. Donc je crois que il faut vraiment qu'on apprenne de cette situation singulière. Ces seuls interlocuteurs, ceux dont va dépendre la survie de ce gouvernement et donc notre capacité d'avoir un budget, ce sont les parlementaires. Donc, évidemment, j'ai aucun conseil à lui donner. Vous le comprenez bien ce matin à votre micro. Voilà pour la méthode. On va rentrer dans le détail. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est uniquement, me semble-t-il, dans les semaines qui viennent, je dirais la majorité de son temps qu'il doit consacrer, évidemment, dans ces discussions parlementaires, et pas avec les Français, hélas. En tout cas, pas encore. Sachant que pour lui, le contexte est difficile. Quand vous étiez ministre de l'économie, sous Jacques Chirac, la France avait encore son triple A, la meilleure note sur les marchés. Aujourd'hui, c'est un simple A. A+, après la sanction de l'agence Fitch vendredi. Ce qui vous fait dire dans la tribune dimanche que la France change de division, ça veut dire quoi? C'est une humiliation pour nous? Ça veut dire qu'on est passé de triple A à double A, et puis désormais maintenant à simple A. Donc oui, la France vient de changer de division. Qu'est-ce que ça veut dire changer de division? Ça veut dire que jusqu'à présent, avec la note que nous avions, triple A puis double A, on était vu par l'ensemble des institutions financières qui nous prêtent de l'argent. Je le rappelle, cette année, c'est plus de 350 milliards d'euros qu'elles vont nous prêter pour faire fonctionner la machine France, le pays France. Eh bien, à partir du moment où on est dégradé, parce que c'est bien ce dont il s'agit, un nombre important des institutions ne vont plus avoir le droit d'acheter la dette de la France. On estime donc que le périmètre de ceux qui nous prêtaient va être réduit d'un tiers par cette simple décision. Donc bien sûr, ça veut dire qu'on est en quelle division, Thierry Breton? On est comme la Grèce, on est dans quelle division aujourd'hui? On est aujourd'hui dans une division qui est plus basse bientôt que celle de l'Espagne et du Portugal. Et je rappelle que l'Espagne et le Portugal ont vécu des moments extraordinairement difficiles et ils sont aujourd'hui en train de dépasser la France. C'est vrai lorsque l'on voit maintenant les prix auxquels on se refinance sur les marchés. On est maintenant plus cher que l'Espagne, que le Portugal, que la Grèce. Pour les emprunts à 10 ans, pour les emprunts à 10 ans, vous avez raison de le rappeler. Tout ça veut donc dire, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on emprunte à 3,48% sur les marchés, ça veut dire qu'on va payer 80 points de base de plus que l'Allemagne. Et j'ai fait un petit calcul. 80 points de base, on a l'impression que c'est rien. Uniquement pour emprunter. Et bien, sur 10 ans, ça fait des dizaines de porte-avions nucléaires qu'on aurait pu se financer. Et ce différentiel que l'on paye par rapport à l'Allemagne, il va aller où? Pas pour investir dans la transition écologique, dans le réarmement. Il va aller dans la poche de ceux qui nous prêtent. Eh bien, j'estime que c'est intolérable. Et politiquement, quelles conséquences? Parce que un quotidien allemand de centre-gauche, Süddeutsche Zeitung, titrait l'autre jour « Le malaise français s'enfonce au cœur de l'UE ». Est-ce que la France est devenue l'homme malade de l'Europe? Mais je comprends très bien, encore une fois, ces remarques de nos amis allemands. Vous faisiez référence, lorsque je quitte Bercy en 2007, alors c'était, voilà, la France était à 63% d'endettement. L'Allemagne était à 67%.
Je veux le répéter pour que nos auditeurs l'entendent bien. On était dans une meilleure situation que l'Allemagne. Et depuis, on a connu les mêmes crises des deux côtés du Rhin. Depuis, on a décidé qu'il fallait qu'on respecte, encore une fois, notre parole commune qui fonde la stabilité de notre monnaie commune à travers le pacte. Eh bien, madame, est-ce qu'on manque de crédibilité aujourd'hui à cause de cette situation? Mais bien sûr, et la crédibilité, elle est par rapport à l'engagement, à la parole de la France. À partir de 2012, on refonde le pacte de stabilité. Et donc, on s'oblige à avoir une maîtrise de nos déficits et de notre endettement. Madame Lambré, depuis 2012, l'Allemagne tient tous les ans les objectifs et la parole qu'elle a donnée. Depuis 2012, la France ne la tient pas tous les ans. Comment voulez-vous que nous soyons regardés désormais par rapport à l'ensemble des pays d'Europe et de notre principal partenaire, l'Allemagne? L'Allemagne aujourd'hui est à peu près à 60%, 62% d'endettement. Nous courons vers les 120. À propos de depuis 2012 et même bien avant, un grand débat en France sur comment faut-il taxer les riches. Il y a un nom qui revient beaucoup en ce moment, c'est celui de Gabriel Zucman. On l'écoute hier soir sur France 2. Les milliardaires français ne payent pas ou quasiment pas d'impôt sur le revenu. C'est le point de départ, c'est le constat de base. À gauche, on veut donc une fameuse taxe Zucman, je le rappelle, 2% d'impôt plancher sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Vous y êtes plutôt opposé, je crois. Pourquoi? Non, monsieur Laroutourou, c'est une option politique. Donc après, on débat des options politiques. On sait que l'un des totems aujourd'hui du Parti socialiste, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le reste, ils ne soutiendront jamais. Le gouvernement a désespérément besoin pour se On maintenir. sait que l'un des totems qu'ils veulent ramener, c'est absolument cette taxe des plus hauts patrimoines. Et à la limite, je la critique pas. C'est une option politique. Ce que je mets à débat, c'est le fait de la présenter comme une option économique. Je dis non. C'est absolument pas une option économique. Alors, pardon Thierry Breton, mais d'une part, vous dites option politique. Oui, quand on considère que les Français payent environ 50% de leurs revenus en impôts et les milliardaires seulement 27%, on peut se dire que c'est pas juste politique, que c'est aussi nécessaire. Et vous dites, c'est pas pour des raisons économiques, mais selon les socialistes, ça rapporterait 15 milliards. Est-ce qu'on peut se permettre de s'asseoir sur 15 milliards par an? Alors, selon effectivement ceux qui poussent cette idée, c'est 15 milliards. Selon les principaux économistes, toutes tendances confondues, dont M. Aguillon, qui ont signé une tribune la semaine dernière dans Le Monde, et ils disent que c'est absolument pas vrai et que c'est plutôt entre 4 et 5 milliards. Mais si j'en viens encore une fois, je ne veux critiquer personne, mais ce que je veux dire, c'est que les chiffres, les arguments économiques sont biaisés. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Zucman a souhaité être professeur à l'université de Harvard. Où vous avez enseigné. Où j'ai moi-même été professeur. Fort de ses travaux, il s'est présenté, et ce qui est assez inédit, le dean de Harvard et le provost ont décidé de ne pas l'accepter dans le corps professoral parce qu'ils estimaient que ses travaux n'étaient pas assez sérieux et biaisés. Je ne porte pas de jugement, je n'étais pas là. Mais je veux dire que, d'un point de vue économique, il y a Elle véritablement... Elle n'est pas crédible, cette taxe? En tout cas, si on prend les arguments économiques, les principaux économiques disent que ça ne tient pas la route. Maintenant, politiquement, voilà, on peut proposer ce qu'on veut. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes... Et c'est pas nécessaire dans le contexte? Madame, le besoin de justice. Madame, bien sûr, mais on peut comprendre tout ce que l'on veut, et ça va être justement ce que je disais au début de notre entretien, la négociation singulière, me semble-t-il, en tout cas peut-être pas la mettre sur la place publique aujourd'hui, à laquelle doit se livrer notre nouveau Premier ministre, Monsieur Sébastien Lecornu. Et encore une fois, les décisions qui seront prises, celle-ci est totalement anti-économique. Prenez l'exemple, effectivement, de l'Italie. On dit que ça concerne 1800 personnes. Bon, très bien. Et encore une fois, pourquoi pas? 1800 personnes, c'est peu, et c'est vrai que c'est peu. Mais Madame Meloni a décidé d'attirer les plus grosses fortunes dans son pays, en Italie. Avec un impôt forfaitaire, alors, 200 000 euros par an. Alors, on a fait un impôt forfaitaire, alors je le dis, c'est 200 000 euros, et puis vous payez plus aucun impôt, plus d'impôt sur la fortune, plus d'impôt sur votre patrimoine, plus rien. Et en plus, vous ne payez pas d'impôt sur les successions. Eh bien, voyez-vous, il y a déjà 3200 très grandes fortunes qui ont décidé d'aller s'installer en Italie. Elle a le droit de le faire. La fiscalité est à la main des États membres. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Parce qu'Éric Lombard, le ministre sortant de l'économie, l'a accusé de dumping fiscal. Eh bien, il a eu tort, car ce ne sont pas des mots qui conviennent quand on est un Européen. Chaque Européen, le Portugal l'a fait également. C'est aussi l'une des clés du redressement absolument majeur du Portugal. Voilà, donc je dis encore une fois, tout ça, ce sont des discussions politiques, mais le fait d'augmenter encore la fiscalité de la France, qui est le pays qui est le plus fiscalisé de tous les pays de l'OCDE, ça
ça aura, en économie on appelle ça l'effet ricardien, ça aura évidemment un impact sur la croissance et sur la productivité de notre pays. À propos de politique, Patrick Martin, le président du MEDEF, met en garde politiquement Sébastien Lecornu dans le Parisien contre toute hausse d'impôts sur les entreprises qui ne peuvent pas, je cite, supporter de hausse d'impôts supplémentaires. C'est rarissime, mais il menace d'une grande mobilisation patronale. Est-ce que vous dites les patrons ont raison ou est-ce que vous dites qu'eux aussi doivent faire un effort? Non, mais c'est une organisation, c'est une organisation patronale, le MEDEF, donc ils prennent les moyens d'expression qu'ils jugent appropriés. Je crois que ce qui est important, c'est le message, évidemment. Et le message, je le redis, c'est que ceux qui créent la croissance, la productivité, mais aussi, et je le dis aussi pour nos auditeurs ce matin, j'entends tout et je comprends tout, évidemment, mais c'est les entreprises et le salariat qui créent aujourd'hui, encore une fois, le financement de notre modèle social. Les entreprises qui ont bénéficié d'un soutien massif de l'État pendant les crises, qui ont bénéficié de baisses d'impôts, de baisses de cotisations, certains disent maintenant les patrons aussi doivent prendre leur part, doivent faire un geste. C'est pas ce que vous dites? Encore une fois, on vous met des impôts extrêmement élevés et notamment des charges très élevées. Et on vous dit après ça, ah non mais attendez, pour les bas salaires, parce qu'on a mis les 35 heures, comme les 35 heures détruisent trop d'emplois, on fait des exonérations. C'est les politiques, et ce sont même les politiques socialistes qui ont décidé de ça. Pour vous, la réponse est non, clairement. Eh ben non, mais attendez, mais je vais aller au bout. Donc rien que cette décision, on dit, bah maintenant c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau. On vous dit, on vous taxe massivement, et après ça, on vous fait un rabais. C'est un peu comme Donald Trump. Il nous dit, bon bah écoutez, j'aurais dû vous mettre 30% d'impôts, mais je vous fais un cadeau, je vous mets à 15%. Voilà, on est également dans la même situation. À la fin, qui paye? Les entreprises et les salariés. Il y a un autre sujet qui agite aussi les Français, c'est le sujet de la réforme des retraites qui est toujours très contesté dans l'opinion. Sébastien Lecornu a écarté l'idée d'un nouveau conclave sur les retraites. Il mise sur le dialogue. Ce serait une folie de revenir sur cette réforme. La CFDT demande sa suspension. Mais au regard, encore une fois, au regard de l'évolution de la démographie, au regard aussi du financement. Aujourd'hui, je veux dire vraiment pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, la France engrange 1500 milliards. Voilà, c'est ce qu'on engrange avec tous les impôts et taxes. 1500 milliards par an. La France dépense 1670 milliards. Ça veut dire qu'on a un différentiel de 170 milliards. En d'autres termes, on dépense 10% de plus que ce qu'on gagne. Ça veut donc dire que quand vous allez, par exemple, vous avez votre retraite, elle est méritée, bien, elle est payée évidemment par les actifs. C'est le principe de la retraite par répartition. Ça veut donc dire que pendant 27 jours, c'est payé par les actifs, et puis il reste 3 jours, 10% de 30 jours, ça fait 3 jours. Et ben les 3% qui restent, les 3 jours, c'est les enfants qui vont payer. Vous trouvez ça normal? Je vais vous en donner une autre. Pour les médicaments, lorsque vous allez à la pharmacie, vous avez un reste à charge de 1 euro. Non, le reste à charge, il est pas de 1 euro, de 10% du médicament. Parce que pour les médicaments, c'est-à-dire pour le soutien, encore une fois, de notre santé, on est tous très attachés, eh bien, on paye 10% de plus que ce qu'on gagne. Donc en fait, le reste à charge, il est de 10%, mais pour qui? Pour les enfants. Vous trouvez ça normal, Madame Langrée? Ben moi, je ne trouve pas ça normal. C'est Lambré. Thierry Breton, dans un instant, la question de l'immigration qui embrase le Royaume-Uni avec vous, Thierry Breton, ancien commissaire européen notamment. Mais d'abord, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. La Russie se défend ce matin. Moscou accusé par la Roumanie d'avoir violé son espace aérien, d'avoir fait voler un drone dans son ciel sans autorisation. Accusation faite par la Pologne aussi la semaine dernière. L'ambassadeur russe en Roumanie accuse Kiev et dénonce une provocation de l'Ukraine. Le Parti socialiste sera reçu mercredi matin par le nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu tente d'obtenir le soutien du PS avant la formation de son nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu a déjà promis qu'il abandonnait la suppression de 2 jours fériés. La gauche demande moins d'austérité budgétaire et une taxation plus forte des plus riches. Les trains circulent de nouveau entre Bordeaux et Toulouse ce matin. De gros retards signalés hier à cause de plusieurs incendies de câbles électriques près de Bordeaux. Le caractère volontaire de ces feux est largement privilégié selon le procureur. Et puis la nuit a été très courte et on réalise toujours pas, c'est inédit, une telle performance. C'est ce que confie sur France Info l'entraîneur de Jimmy Gressier, entré hier dans l'histoire de l'athlétisme français. Le coureur a déjoué tous les pronostics pour devenir hier soir à Tokyo champion du monde du 10 000 mètres. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Lambray,
Paul Larouturou. Avec Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, une vague anti-migrants à Londres, Paul. L'hostilité envers les migrants prend vraiment de l'ampleur, vous l'avez dit, à Londres. C'est l'image du week-end qui a marqué énormément les esprits. 150 000 manifestants selon la police, plutôt 1 million selon les organisateurs. Des militants qui dénoncent une invasion migratoire. Monsieur Breton, pensez-vous que cette vague populiste et nationaliste, à tendance parfois xénophobe, puisse traverser la Manche? Elle a déjà traversé. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution, je dirais, des partis qui défilaient, les 150 000 personnes qui étaient dans les rues de Londres, il suffit de regarder encore une fois. Il n'y a pas eu de grande manifestation comparable pour l'instant en France. Oui, bien entendu, mais j'imagine que si jamais vous avez ces partis, je veux juste terminer, ils représentent en gros entre 20 et 30% aujourd'hui des électeurs dans tous les pays, un peu plus pour certains, mais enfin c'est l'ordre de grandeur, donc des électeurs de tous nos pays européens. Donc évidemment, s'ils appellent à manifester, ils sont suivis, et notamment on sait que ces questions sont des questions qui les mobilisent. Donc bien sûr c'est impressionnant, bien sûr qu'il y a des messages, mais c'est aussi une tendance, encore une fois, un peu moins d'un tiers de nos concitoyens européens sont désormais très sensibilisés par ces thèses. Nourris par beaucoup de fantasmes autour de l'immigration, vous vous dites, on a besoin, aussi l'économie a besoin d'immigration? On a besoin d'abord d'intégrer ceux qui sont là, et c'est un problème. On voit que dans certains pays, c'est pas du tout bien fait. On a des questions évidemment chez nous, mais il y a des questions encore plus importantes, par exemple en Suède, où 20% de la population est une population qui est d'origine non suédoise, et où on a laissé évidemment ces femmes et ces hommes un peu de côté. Ils sont pas intégrés, ça crée évidemment des problèmes majeurs. Donc l'intégration est absolument essentielle, mais on sait évidemment qu'il y a une corrélation évidente entre l'immigration, alors on peut l'appeler comme on veut, est-ce qu'elle est volontaire, est-ce qu'elle est choisie, certainement pas illégale, bien entendu, et la croissance. Écoutez, le milliardaire américain Elon Musk, que vous connaissez bien, il a fait une apparition en visio lors de cette manifestation. Que vous choisissez la violence ou non, elle s'abattra sur vous. Soit vous vous battez, soit vous mourrez. Voilà, Elon Musk, les propos d'Elon Musk qui appellent aussi à une dissolution du Parlement britannique, à un changement de gouvernement. Comment ça s'appelle ça? C'est de l'ingérence? Il faut qu'il fasse attention, Elon Musk. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu, il le sait très bien. Car même si la parole est libre, y compris aux États-Unis, à travers le premier amendement, aux États-Unis, on ne peut pas faire d'appel à l'insurrection. Donc il est toujours à la limite désormais. Donc il faut qu'il fasse très attention, car il est à la limite de ce qui est légal et de ce qui n'est pas légal. Et notamment, je rappelle qu'il est illégal partout. Et en Europe, et c'est les lois notamment que j'ai portées à travers le DSA, et en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, d'appeler à l'insurrection. On voit bien surtout dans un pays voisin pour un grand patron américain. On voit bien qu'il joue à la frontière. J'avais cru comprendre qu'il était de nouveau redevenu un très grand chef d'entreprise. J'avais cru comprendre du reste qu'on le payait bien pour cela. Je pense sincèrement, j'ai pas de conseil à lui donner, mais je le connais bien. Oui, vous avez des relations assez exécrables. Il vous a qualifié de tyran de l'Europe. Il s'est moqué de vos cheveux. Il vous a tout clashé. Oui, parce que je défendais l'intérêt général dont m'avait donné la charge le Parlement européen et le Conseil européen pour protéger notre démocratie et nos enfants sur les réseaux sociaux. Et je continue à le faire évidemment de là où je suis. C'est absolument essentiel. Il joue avec le feu. Je pense sincèrement que ce n'est pas le rôle d'un chef d'entreprise. Thierry Breton, le syndicat agricole, la FNSEA, appelle à une grande journée d'action le 26 septembre contre le Mercosur, les taxes imposées par Donald Trump, notamment a annoncé son président Arnaud Rousseau. Alors sur le Mercosur, cet accord entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ? La position de la France a été toujours de réamender le Mercosur et je la soutiens à 100%. Elle rejoint du reste les préoccupations légitimes du monde agricole, pas que français du reste. Donc j'estime qu'ils n'ont pas été assez entendus et j'estime donc qu'il est encore temps qu'ils se fassent entendre. Je rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui ont la clé, ce sont les parlementaires européens, ce sont nos parlementaires européens. Ils vont être saisis de cette question. Pour moi aujourd'hui, le Mercosur, qui a des côtés positifs, il ne faut pas les nier, a des côtés très négatifs pour notre agriculture. Il y a une clause de sauvegarde qui a été ajoutée, c'est pas suffisant. Certains disent qu'elle est trop floue. Elle est beaucoup trop floue, elle n'est pas suffisante, il faut aller plus loin. Et donc, je le redis, la parole est désormais à nos parlementaires européens. Ils ont à prendre leurs responsabilités dans quelques semaines pour ou contre ce vote. Sur un sujet voisin, cousin, juste à côté, sur les droits de douane avec les États-Unis, est-ce que vous êtes d'accord avec la FNSEA, donc le syndicat des agriculteurs, pour dire que l'accord négocié par Ursula von der Leyen, avec qui vous avez également eu des mots, est mauvais pour les Français? Et bien sûr, parce qu'encore une fois, on nous taxe maintenant, quand on exporte nos produits, y compris les produits agricoles, c'est 15% minimum de taxes, et on doit maintenant baisser tous nos droits de douane
y compris sur les produits agricoles, pour les mettre à zéro, pour que les Américains puissent désormais envahir le marché européen de tous les produits taxés zéro. Et on dit que c'est un bon accord et que c'est un accord équilibré. Non, c'est pas un accord équilibré. Là encore, c'est les parlementaires européens qui vont avoir à se prononcer sur cette situation, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte ou pas de baisser les barrières douanières, les droits de douane que nous avions, nous, pour les produits américains, contre quoi? Contre rien. Si ce n'est qu'on nous dit, bon bah écoutez, ce sera 15%, mais soyez heureux, ça aurait pu être 20%. Je pense qu'il y a encore matière à négocier. Il y a encore matière à négocier. Mais encore une fois, chacun doit jouer son rôle, y compris ceux qui nous représentent, je viens de le dire, au Parlement européen. Est-ce qu'Ursula von der Leyen a été faible sur ce dossier? Écoutez, il suffit de regarder les commentaires et de regarder les images. Elle parle pour elle, hélas. C'est pas votre ami non plus, Ursula von der Leyen. C'est pas la question, vous avez eu madame. des échanges assez acides quand vous étiez. C'est pas la question. J'ai décidé moi-même, j'ai tiré les conclusions de ce que je voyais. Je n'ai demandé à personne. J'ai démissionné et je sais pourquoi je l'ai fait. Peut-être qu'on se rend compte maintenant un petit peu plus les raisons qui ont motivé ma décision. Thierry Breton, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info aujourd'hui. La question qui privilégie Sébastien Lecornu veut supprimer les derniers avantages à vie accordés à certains anciens membres du gouvernement. Est-ce que vous êtes concerné? Quels avantages vous avez en tant qu'ancien ministre de l'économie? J'en ai aucun, absolument aucun, c'est bien normal. Mais pas de chauffeur? Pas de chauffeur, rien du tout, ni de voiture, ni rien. Mais vous auriez pu en avoir, Thierry Breton? Oui, parce que lorsque je suis arrivé à Bercy, je vous raconte cette petite anecdote, c'était donc en 2005, j'avais décidé d'engager le désendettement de la France et de faire des économies pour revenir avec un budget en excédent primaire. Et donc il fallait faire des efforts. Et deux ou trois jours après mon arrivée, mon directeur de cabinet vient dans mon bureau et me dit « Monsieur le ministre, il faut signer cette liste, cette feuille, c'est tous vos prédécesseurs. Ils bénéficient de voitures de fonction, d'un secrétariat, de chauffeurs. Et donc, il faut juste que vous donniez votre accord. C'est un usage républicain et vous en bénéficierez en sortant. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des débats parlementaires. Non, c'est un usage républicain. C'était une coutume à l'époque? C'était une coutume. Et je dis donc à mon directeur de cabinet, eh bien, je vais arrêter. On peut faire, j'en tire aucune gloire, encore une fois. Je vous raconte cette anecdote, mais pour vous dire, on peut faire les choses. On n'a pas besoin non plus. Simplement, ce sont des éléments de bon sens. Et donc, j'ai dit, non, on va arrêter ça. Il m'a dit, alors écoutez, il va falloir appeler vos prédécesseurs pour les prévenir. J'ai passé mon premier week-end à Bercy appeler tous mes prédécesseurs. Et ils l'ont pris comment? Je garderai ça pour moi. Il y en a eu qui ont bien pris, d'autres un peu moins. Vous comprenez que ce soit une question politique mais c'est une question essentielle. Mais c'est une question absolument essentielle. On est le seul pays qui donne ces privilèges. Mais regardez, enfin, encore une fois, on a maintenant, je le disais tout à l'heure, 3, 4, 5 premiers ministres depuis la dissolution. On en a pratiquement, ça veut dire pratiquement un tous les 3 mois. Et lorsqu'on a été Premier ministre, et je ne porte pas de jugement, encore une fois, ce sont des femmes et des hommes extrêmement méritants, bien entendu. Mais enfin, quand on a été Premier ministre 3 mois, est-ce que ça justifie qu'on ait une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie? Bien entendu que non. Donc il faut revoir tout ça et encore une fois, sans jeter la pierre, sans jeter l'opprobre. Vous voyez, les anciens premiers ministres, les anciens présidents aussi. Mais les anciens commissaires non plus. En tant que commissaire européen, les anciens commissaires n'ont aucun avantage. Mais bien sûr, les anciens présidents, on a revu un petit peu. Bon, il y a encore des avantages. On est le seul pays à faire ça. Par exemple, regardez, Madame Kamala Harris, Monsieur Trump a décidé que finalement, au bout d'un certain temps, c'était plus la peine de lui donner l'assistance du secret de service, c'est-à-dire les forces de sécurité qui la protégeaient, parce que finalement, elle pouvait peut-être se les payer, sauf si jamais il y avait un problème majeur. Bon, pour les anciens présidents de la République, est-ce qu'il faut avoir une protection à vie avec tout ce que ça veut dire, les voitures suiveuses, etc. Ça peut se poser en question. On peut ensuite, on le fait du reste. C'est que François Hollande ne devrait pas être protégé. Mais je ne parle pas de jugement. Il n'y a pas 10 000 anciens présidents. Non, il n'y en a pas 10 000, il y en a deux. mais bénéficient encore d'un appartement, d'une maison, enfin, des bureaux, etc. Bon, je sais que ça va être vu à partir de 2026. Mais enfin, encore une fois, je ne jette la pierre à personne. Mais ça ne vient pas nourrir un sentiment anti-élite, parce que ça va dans le sens de l'opinion qui estime que les responsables politiques sont privilégiés. Vous estimez qu'ils sont privilégiés? Mais regardez ce qui se passe, encore une fois, avec les autres Européens. Alignons-nous tranquillement, sereinement. Vous voyez, ce que j'ai fait à Bercy, je l'ai fait sereinement, ça n'a pas fait de vagues. Et on fait ça, encore une fois, avec du bon sens. Revenons à l'esprit de bon sens, y compris sur ces questions. Et je comprends effectivement que ça puisse créer des problèmes. Mais vous voyez bien, ce sont des problèmes symboliques, mais le symbole est important en politique, parce qu'évidemment, c'est des gouttes d'eau par rapport aux efforts qu'il convient de faire, et je le rappelle, les efforts budgétaires qui sont devant nous, c'est pas 20 milliards d'euros qu'il faut faire, c'est beaucoup plus. Je le rappelle aussi à tous ceux qui sont des partis européens, ils ont voté
ils ont voté en 2024 la refonte du pacte de stabilité et de croissance. La France est en procédure de déficit excessif. Il faut donc et revenir en 2029 sous les 3% de déficit et baisser la dette de 1 point de PIB par an. Ça veut dire qu'en additionnant ces deux, c'est ce qui a été voté par le Parlement européen, ce qui s'applique à nous. Ça veut dire que c'est pas 20 milliards, c'est 50 milliards par an. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir répondu aux questions de France Info. Un entretien retrouvé comme tous les jours sur YouTube. Vous restez avec nous.